Donc bonjour à tous, merci et bienvenue sur le webinaire, de Diligence. Moi, je vais simplement rappeler quelques règles à respecter. Donc je vais couper les micros de tout le monde évidemment, sauf, Gaël et Alain. Donc si vous avez des questions, qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser, mais surtout, posez-les dans le chat, parce que Gaël et Alain donc vont faire leur présentation et à la fin de ce webinaire, il y a un moment de questions-réponses qui est prévu. J'ai l'obligation aussi de vous informer que le webinaire est enregistré. Heu, donc il sera, mis à disposition ensuite sur notre plateforme d'échange de notre communauté ARIA, c'est-à-dire Steeple. Donc si vous voulez le revoir, mais surtout pour être mis à disposition aux personnes aux membres de l'ARIA qui n'ont pas pu se connecter. Et après Gaël et Alain sont également propriétaires, de ce webinaire et pourront en faire, bon usage à leur convenance. Voilà, donc bon webinaire et je coupe les micros. Super. Impeccable. Eh bien, merci, encore une fois à tous d'être là, en cette heure matinale. Ah, ton micro est coupé, Gaël. What happens? Ton micro est coupé, Gaël, je sais pas si tu m'entends? Elle Jeanne a dû couper mon micro, c'est pas grave. Je me suis trompé, Donc je suis désolé. on a pour mission aujourd'hui d'aller explorer un tout petit peu, autre chose, ce qui se fait ailleurs en production et pour cela, nous avons ici quelques points qu'on aimerait effectivement passer en revue aujourd'hui avec vous. Un très rapide, aperçu donc de l'évolution erratique de la demande et peut-être du moins comprendre pourquoi. Ensuite, je passerai la main à Alain pour explorer d'autres solutions, pour aussi, parler de cet exemple de Hyundai qui est en illustration. Parler d'un plan de transformation holistique, hein, qui peut effectivement paraître pertinent dans ce contexte-là pour finir avec la conclusion si on a le temps. Parce que les 45 minutes vont passer très vite et donc comme disait Jeanne, questions-réponses, n'hésitez pas, on est là pour échanger, c'est surtout ça l'idée, quoi. Voilà. Donc, passons donc sur cette partie première que j'ai le plaisir donc d'introduire. Pourquoi cette demande aujourd'hui est erratique? Je resitue un petit peu le contexte. On est quand même dans le contexte automobile, donc on va avoir ce prisme-là de vue. Alors, si on se met sur une échelle de temps entre 2020-2024, nous avons effectivement la Covid qui est passée par là, on le sait, a eu un impact absolument, considérable en fait sur la vente de véhicules, notamment neufs, puisque la demande a chuté, de 16 au niveau mondial. Cette pandémie a également eu pour conséquence, pardon, un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, hein, du monde automobile. Au niveau européen, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette baisse qui était de 16 au niveau mondial est en fait, s'est traduite par une baisse de 24 au niveau européen et pire encore en France, puisque c'était, l'équivalent de moins 25. Alors, l'ensemble de ces éléments font que, l'inflation a commencé effectivement à grimper, notamment parce que problème d'énergie, problème de matières premières, problème d'approvisionnement. C'est ajouté à cela effectivement une, réglementation, hein, beaucoup plus drastique sur, la décarbonation, la feuille de route de 2035, on le sait tous, qui, a eu un impact fort sur le monde industriel automobile puisqu'ils ont vraiment commencé à chambouler l'ensemble de la production à ce moment-là. Heu, Également l'avènement donc des gigafactories pour répondre aux besoins donc de véhicules électriques croissants. Croissant puisque, au niveau mondial, donc on a pu constater en 2021 une multiplication par 2 des ventes, hein. Donc, il y a vraiment eu cet essor-là, à ce moment-là, entre 2021 et 2022. En France, d'ailleurs, on va le voir, les véhicules électriques représentaient déjà en 2022 13 des ventes du neuf, hein. S'ajoutent à cela donc, les problématiques de géopolitique, hein, la guerre en Ukraine pour commencer, mais qui, aujourd'hui, hein, il y a enco plein d'autres événements géopolitiques que vous connaissez, je ne vais pas tous les citer, mais qui continuent finalement à faire en sorte que cet aspect géopolitique ne peut pas être laissé de côté, parce qu'il a toujours et encore un impact sur l'ensemble des éléments des chaînes de valeur.
Donc, je disais, 13% des ventes de neuf en France. L'inflation continue, 2022, 2023, il n'y a qu'en 2024 qu'elle a commencé un tout petit peu à se ralentir et l'ensemble des éléments que je viens de citer résultent dans une hausse de prix, des voitures et c'est aussi la raison pour laquelle le marché de l'occasion commence vraiment, à se développer et même à se tendre, à ce moment-là, puisque la vente de véhicules neufs, a été extrêmement ralentie. Alors, passons maintenant donc aux perturbations résiduelles que l'on a encore cette année. Perturbations résiduelles liées aussi à cause des énergies, mais également à cause des gigafactories qui ne délivrent pas l'ensemble des batteries qui sont nécessaires. Et on le sait, la batterie pèse pour la plus grosse partie du prix d'un véhicule électrique aujourd'hui, et ce sera encore probablement le cas demain. Voilà, c'est un monde qui est en souffrance aujourd'hui. Alors, comment ça se répercute en France, de janvier à septembre, on voit quand même une baisse globalement, alors certes de 0,52%, mais quand même une baisse et sur nos 2 constructeurs principaux que sont donc Stellantis et Renault, cette baisse est encore plus significative, donc de 4 à 5%. Donc si l'on résume, on a effectivement une pandémie qui est passée par là, déstabilisation complète des chaînes d'approvisionnement, côté géopolitique, problématique au niveau de l'énergie, qui est quand même un point important dans la production automobile. Réglementation qui va dans le sens, il faut de l'électrique, mais derrière, on va regarder comment est-ce qu'on subventionne ou pas d'ailleurs cet élément-là. C'est une grosse discussion cette année. Et donc voilà comment on arrive à une demande aujourd'hui on ne sait pas où elle va être demain. Voilà. Et ça va être un continuum. D'ailleurs, Luca De Meo le disait à l'automobile. On change complètement de sujet. On n'est plus du tout sur une évolution linéaire. Et donc, comment faire, comment adapter, comment rendre les productions beaucoup plus agiles. Et c'est le sujet auquel Alain va tenter de répondre. Donc, je te laisse la main, Alain, si tu veux bien. Ok, très bien, merci Gaël. Alors, vous voyez mon slide ou pas? Ça se voit? Oui. Ça se voit? Oui. Super. Oui, parfait. Ok, très bien. Donc, l'idée ici, c'est d'explorer les solutions innovantes, comme le disait Gaël tantôt. Je passais une grosse partie de ma vie à concevoir les systèmes de production. Et je veux commencer par un message très simple, qui est une règle fondamentale. Il n'existe pas un système de production parfait, il n'existe pas une usine parfaite qui va être impeccable dans tous les cas de figure. Ça va dépendre en général de plein d'éléments. La bonne ligne de production, la bonne usine va dépendre de plein d'éléments. Le premier étant le produit lui-même, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer, mais surtout du marché. Comme là, on est sur une présentation un peu générale où je ne sais pas individuellement ce que chacun veut fabriquer, on va peut-être commencer par le marché. Et donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est juste 2 temps, 2 années, espacées de 100 ans à peu près. Donc là, on est en 1920, okay, où on a l'acteur dominant, c'est Ford T, un modèle, 50% des ventes mondiales, okay, et vous pouvez le voir ici sur la courbe. Vous voyez mon curseur, n'est-ce pas? Ça se voit bien? Ok, très bien. Oui. Donc là, effectivement, on est au début de l'histoire de l'automobile. Et donc, au début de cette histoire, on a plutôt une croissance plutôt. Ça ne se voit pas clairement, mais c'est montant. Donc, c'est un marché très simple où on vend peu de véhicules, mais tout le monde en veut de plus en plus, et donc plutôt simple. Alors, fast forward, on se projette sur 2024. Je prends un constructeur, je peux prendre Ford, mais il se trouve que j'aime bien qu'on est en France, donc on prend Stellantis. Stellantis, c'est combien de marques aujourd'hui? C'est combien de modèles? C'est 93 modèles pour 22% des parts de marché, okay, mondialement. Donc, un marché assez explosé quand même, dynamité littéralement. Et puis, ce qu'on voit également en même temps ici, c'est des demandes un peu qui varient, qui évoluent de manière incertaine, de manière complexe. Et comme disait Gaël tout à l'heure, ça va, le véhicule électrique monte, à un moment donné, on dit, tiens, tout le monde veut plutôt de l'hybride, ça change très vite, il faut tout réorganiser pour que tout se passe bien dans les usines. Et donc, vous avez un marché qui a évolué et qui, finalement, on voit que ce nouveau marché, c'est un marché qui va demander
de la complexité, un marché qui va demander de la flexibilité aussi en termes de volume, en termes de diversité. Et c'est un marché qui va être très compétitif, bien évidemment. Donc, tout ça dans un monde où il y a, vu l'évolution, il y a un besoin d'agilité. Ce sont les éléments que j'ai résumés ici. Donc, ce marché, il y a cette flexibilité au volume, c'est-à-dire du jour au lendemain, il faut que je baisse ou il faut que j'augmente. Pour tous ceux qui ont été dans le monde de l'automobile, vous savez bien que on a toujours une prévision de vente et après, à un moment donné, il y a des surprises. Comme d'habitude, il y a des surprises qui sont des surprises, je dirais, prévisibles. Donc, surprises qui font que ce qui était prévu en termes de volume n'arrive pas. Il faut s'adapter. Ça, c'est une nature, c'est quasiment une seconde nature du marché de l'automobile. Puis il y a aussi la flexibilité, la diversité. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça explose. Stellantis a 93 modèles. Il y a les tendances aussi dues aux megatrends qui veut que les gens veulent des produits de plus en plus customisés. Puis finalement, de plus en plus également de joueurs. Hein. Enfin, là, la dernière fois, quand j'ai googlé, j'ai vu qu'il y avait près de 300 compagnies d'automobiles, de constructeurs, surtout dans le domaine électrique, qui s'étaient créées. Donc, vous voyez, c'est les barrières à l'entrée qui sont le cash, qui sont le moteur thermique ont sauté. Et aujourd'hui, tout le monde peut du jour au lendemain créer une entreprise de production d'automobiles. Puis finalement, tout ça crée aussi un besoin d'agilité. Donc voilà le marché aujourd'hui. Donc ça nous positionne pour aller discuter des systèmes de production. Alors, dans ce marché, pour discuter des systèmes de production, je suis reparti de quelque chose de très simple. Okay. Donc on a un marché, on disait, on prend deux éléments, le volume et la diversité. J'ai pris un schéma qui a été inventé par un prof de Harvard, qui est vraiment très simple. J'aime bien parce qu'on va revenir à deux éléments, juste pour illustrer mon propos. Donc, les deux éléments sont le volume, qui est sur l'axe Y. Sur X, on a la diversité. Donc, juste pour vous dire, one size does not fit all. Donc, ce prof de Harvard, j'ai d'autres versions un peu plus complexes, il dit des choses très simples. Moi, j'aime bien ce schéma. Il dit, OK, très bien, si vous avez sur cet espace où il met le volume, la diversité, il propose les systèmes, les outils de production qui vont bien. Par exemple, j'ai très peu de diversité, j'ai beaucoup de volume. Qu'est-ce qui va bien? C'est ce qu'on appelle la ligne de transfert. La ligne de transfert, c'est très courant dans le secteur de l'automobile. Donc, Star Wars, vous allez voir dans son épisode Star Wars 2, Machine Making Machines, c'est la ligne de transfert. D'accord? On a un peu plus de diversité. Qu'est-ce qui se passe? On bascule sur ce qu'on appelle la flow line. La flow line, on reste sur le flux, mais c'est manuel. Donc, effectivement, le côté manuel fait qu'on peut absorber plus de diversité. Et puis, on avance. Il y a une solution qui s'impose ici qu'on appelle la Cells, qui est là. Bon, c'est la solution qui est très adorée par les gens qui font du lean parce que ça permet la flexibilité au niveau du nombre d'opérateurs. Et puis, si on a un peu plus de diversité qui arrive, les systèmes qui arrivent, qui peuvent être utilisés, c'est la commande numérique. Voilà, la commande numérique, il faut qu'on soit de l'usinage aussi, pas de l'assemblage. Il y a des systèmes tels que le Job Shop. Donc, c'est un système d'assemblage, je dirais, relativement désordonné, mais réalisé par les hommes. Et puis, il y a ce système qui est là, qui s'appelle FMS. FMS, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez le produit qui arrive ici, et puis il y a un certain nombre de postes, et le produit peut aller à ces postes ou pas, selon le type de produit, selon la disponibilité du poste. Et donc là, on a cette notion de flexibilité qui commence à être intéressante. Donc, le propos ici, c'était juste de vous donner un snapshot des systèmes de production, quelques éléments très simples pour qu'on puisse se repérer. Alors, donc, on est sur un marché, vous vous souvenez un peu, effectivement, le marché qui est ce que je viens de vous présenter. Donc, il y a 100 ans, on était là, on était effectivement sur la Forte, un modèle. Donc, au fil du temps, le marché, il a évolué et il allait vers beaucoup plus de diversité. Je reviens au cas de Stellantis, 93 modèles. Donc, je ne l'ai pas mis à 93 ici, mais j'ai dit, OK, voilà, Stellantis, à un moment donné, doit être capable d'avoir un outil de production qui absorbe un certain niveau de diversité, surtout s'il doit avoir 93 modèles. Voilà l'évolution du marché. Regardons ce qui s'est passé au niveau de l'outil de production.
au niveau de l'étude de production, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'en 100 ans, on a essayé dans le secteur automobile de forcer, d'utiliser ces deux lignes-là, qui sont à la fois la ligne de transfert, okay. Donc, dans un marché qui demande de plus en plus de diversité au volume, de plus en plus de flexibilité et bien évidemment un coût plus bas. Je parlais tout à l'heure de compétitivité. L'idée de compétitivité, c'est de dire il faut que je sois l'un des éléments, l'un des attributs de la valeur pour certaines voitures, c'est aussi le prix. Et donc, pour être compétitif, il faut pouvoir se donner la marge pour aller chercher le client. Et cette marge se crée en ayant des coûts bas. Donc là, on a travaillé, on avait deux options, en fait. Soit la ligne de transfert plutôt automatisée, ce qui fait que c'est moins cher, on est sur des grands volumes. Donc ça, ces lignes-là, on les a beaucoup vues dans les pays high cost. Ou alors, si on avait besoin de beaucoup plus de flexibilité, dans ce cas, il fallait, à la diversité, c'est plutôt la ligne, je dirais, flow line, où il y a des opérateurs. Mais parce qu'il y a des opérateurs, parce qu'il est plus manuel, justement, dans un pays comme la France, où les coûts de main-d'œuvre sont élevés, ce n'est pas la ligne la plus indiquée. Donc, effectivement, on s'est retrouvé dans des situations où le besoin de flexibilité a eu tendance à créer un transfert des pays high cost vers les pays low cost, où on pouvait effectivement à la fois avoir de la diversité et être compétitif. Ce qui se trouve, c'est quoi? C'est que si on devait, en restant sur ce schéma du prof de Harvard, si on devait chercher l'outil de production qui va bien, on dirait c'est la FMS qui se trouve là. Historiquement, la FMS, ça a été toujours utilisé pour des produits plutôt petits dans l'électronique, parce que c'est pas simple à piloter. Vous voyez bien qu'il y a quelques éléments, quelques conditions à tester, à regarder avant d'envoyer, par exemple, un produit vers un poste ou un autre poste. Il se trouve qu'avec l'émergence de l'industrie 4.0, donc je rappelle en deux mots l'industrie 4.0, au cœur de l'industrie 4.0, il y a cette intelligence, l'intelligence qu'on récupère à partir des données. Donc, avec l'émergence de l'industrie 4.0, et là, on est capable aujourd'hui de faire fonctionner des FMS à plus grande échelle, FMS au niveau d'une usine. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est véritablement intéressant. Et donc, ça, je veux faire un petit zoom pour ceux qui sont déjà un peu techniques ici, pour vous montrer, je prends deux exemples pour illustrer mon propos, très simplement. Dans une implantation dans une usine classique, quel que soit le secteur automobile, en général, on va avoir ce qu'on appelle un supermarché, donc je fais abstraction de ce qui se passe avant, où on prend des box, des composants qu'on vient de déposer dans un supermarché. Donc, on va venir récupérer ces box-là après pour aller alimenter les lignes. Donc, il y a plusieurs moyens d'alimenter. Ça peut être par picking, ça peut être par Kanban, bord de ligne, ainsi de suite. Donc, voici ce qu'on a toujours fait, le fonctionnement qui est assez classique dans le secteur industriel, notamment sur l'automobile. Pour ceux qui sont là, qui ne sont pas dans le secteur de l'automobile, ne vous en faites pas. En général, comme disait Peter Drucker, l'automobile, c'est la mère de toutes les autres industries. Donc, ce que je vous raconte là va être d'une manière ou d'une autre applicable dans votre secteur. Donc, là, on a une implémentation de supermarché qui est là, que vous pouvez bien regarder. Et ce qu'on ferait demain, si on est dans une approche plutôt FMS, ça va ressembler plutôt à ça. FMS, c'est un peu automatisé. Voilà, j'imagine, il y a mon paquet qui arrive, là, mon box qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Au passage, mon supermarché il est devenu automatisé. Donc, il y a plein de solutions là-dehors qui vous permettent effectivement de stocker de la matière, des composants de manière automatisée. Et donc, sortie du système, vous faites un kit. Le kit est réalisé, ça peut être fait. La meilleure façon aujourd'hui, c'est encore d'utiliser un homme. Il y a des solutions automatisées qui arrivent, qui ne sont pas encore assez rapides, assez pour remplacer, mais bon, je pense que ça va le faire rapidement. Donc, un homme qui va effectivement dire, OK, je fais un kit pour un produit. Si vous êtes en train de fabriquer une voiture, ou vous êtes en train de fabriquer un robot, quel que soit ce que vous êtes en train de fabriquer, vous faites un kit, vous le mettez sur un AGV, sur un AMR, et à partir de là, on est en mode FMS, c'est-à-dire que le système va pouvoir savoir, on a quelques postes de travail qui peuvent être des cellules de travail aussi, qui sont caractérisées par leur disponibilité, leur capacité. Je sais faire telle ou telle opération.
Et en fonction de ce qui est disponible, on va l'orienter, on va orienter ce kit d'éléments peut-être vers le poste 1 parce qu'il est libre. Okay. Si le poste 1 sait faire l'opération 1, ou la cellule 1, ça peut être un poste, mais une cellule, je le dis une fois de plus, ça peut faire l'opération 1, ben, ça peut être le candidat. Ben, ça peut aussi être un poste 2. Et ça peut être que ben, le poste 2, il est effectivement libre, mais sauf qu'on se dit, ben, celui qui va venir après, il ne peut pas le passer sur le poste, il peut passer que sur le poste 2. Donc, on ne l'affecte pas, on fait attendre le poste, le produit qui arrive en premier. Vous voyez, après cela, le produit va être affecté à notre poste selon la disponibilité et la capacité également de ce poste, et ainsi de suite. Donc, vous imaginez en fait que le parcours peut être différent en fonction de la situation. La situation est connue par rapport aux données qui sont collectées. Et donc, vous comprenez rapidement que là, il faut un algorithme quand même, un algorithme plutôt intelligent qui va pouvoir récupérer les données, analyser la situation et proposer l'orientation des pièces à assembler. Okay. Donc, voilà une approche FMS. Donc, vous voyez bien, FMS qui veut dire Flexible Manufacturing System. Okay. Donc, vous voyez bien que dans ces conditions, il y a quelque chose qui est quand même important, ben, c'est l'intelligence qui est là. C'est-à-dire que c'est ça la nouveauté, en fait. Okay. Donc, grâce à cette intelligence, ben, on est capable de piloter un système qui a ce niveau de complexité. Okay. Donc, ce système a ce niveau de complexité. En 2 mots, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un univers, je dirais, virtuel, okay, qui va récupérer les données, qui va pouvoir les analyser. Okay. Cet univers virtuel peut être constitué simplement de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a un modèle numérique de la ligne. Et donc, avec les informations qui sont collectées, on peut, en simulant certaines conditions, certaines options, okay, arriver, c'est un peu comme un joueur d'échecs, en fait. Vous voyez, AlphaGo, paf, ou quand il y a eu Deep Blue, ainsi de suite, ben, vous arrivez à tester des stratégies et vous vous dites, OK, ben, finalement, vu ce que j'ai aujourd'hui, les informations et potentiellement ce qui peut m'arriver, ben, voilà la décision la plus intéressante, la plus pertinente à faire. Toi, ce produit-là, tu vas à la cellule C2 ou à la cellule C3, okay, parce que c'est ça qui va être optimal pour la production finale de l'usine. Donc, effectivement, cet algorithme est un jumeau numérique qui va aider à la fois l'algorithme à prendre la bonne décision, mais au fur et à mesure qu'elle prend les bonnes décisions, il y a cette notion de deep learning qui va se créer, qui fait que l'algorithme va se modifier au fil du temps. Donc, il y a besoin de ça. Vous le voyez bien, qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on n'avait pas hier, et qui faisait que, d'une certaine manière, on se forçait à utiliser ces 2 solutions qui, manifestement, n'étaient pas adaptées. Les 2 solutions étant la ligne de transfert et la flow line. Donc, voilà, je vous montre un exemple ici, bon, pourrais-tu le regarder, effectivement, où on récupère les données, on l'injecte dans un système, et ce système permet de faire des simulations et derrière de remonter une commande, okay, renvoyer une commande qui, elle, va permettre de prendre la décision. Ça, c'est un point important. Donc, grâce à ce point important, dans ces éléments importants, on est enfin capable de réaliser ce qu'est la définition de l'industrie 4.0, qui est de dire, je suis capable de délivrer la customisation de masse, la personnalisation de masse au prix de la production de masse. C'est ça la promesse de l'industrie 4.0. Et donc, avec ce système, avec une FMS et une intelligence, on est capable de le faire. Donc, à la fin, si on fait un petit bilan, voilà, une FMS, okay, on va checker l'aspect flexibilité au volume, flexibilité à la diversité, compétitivité, agilité. Okay. Et derrière, ce qui est intéressant aussi pour ce genre de systèmes c'est qu'on peut les industrialiser très facilement, puisqu'on est sur des unités qui sont indépendantes. Okay. Donc, on peut arriver à faire la montée en cadence de manière parallèle, arriver à débugger le système de manière parallèle. Donc, ça également, en termes de ce que j'appelle l'architecture de la valeur, ces éléments que j'ai checkés précédemment étant des éléments qui proviennent de la proposition de valeur, on l'a vu, ça vient du marché. Derrière, quand même, on embarque des points positifs qui sont liés au système FMS lui-même, ce qui est bien évidemment la partie industrialisation dont je viens de parler, mais également la partie durabilité. C'est-à-dire, la durabilité, c'est quoi? On imagine que demain, vous avez envie de produire des choses différentes. Vous n'avez pas tout changé. Vous avez changé des cellules assez précises, okay, spécifiques, en termes de hardware ou de software.
et ainsi de suite. Vous pouvez même vous le produire, j'en sais rien, vous voulez produire des automobiles, vous voulez produire des drones volants, ben c'est la même chose. D'ailleurs, vous allez voir un exemple de Hyundai. Donc, en fait, on peut imaginer même que ce soit un système qui, comme un smartphone, ben voilà, soit updaté et soit mis à jour de manière quasiment infinie. Et donc, vous avez une usine qui, certes, va vous coûter plus cher, on le verra tantôt, mais simplement qui, dans sa mise à jour, en termes de réponse au marché, va finalement être moins cher. Alors, donc, l'exemple de Hyundai tombe très bien. Donc, on va pouvoir illustrer un peu. Donc, ça, c'est un exemple sur lequel a travaillé un de nos partenaires sud-coréens. On a vu quelques informations de partenaires sud-coréens là-dessus. Donc, notre partenaire sud-coréen, il est intervenu sur l'aspect jumeau numérique et l'algorithme qui permet de piloter l'usine. Donc, effectivement, c'est une usine qui, à mon avis, en tout cas, j'ai vu plein de choses qui ont été réalisées dans le domaine de l'industrie 4.0, certaines qui sont sur lesquelles on peut débattre de la nature 4.0 ou pas. En tout cas, là, on est sur vraiment une usine nativement 4.0. Donc, avec effectivement ce slogan qui revient, je voudrais faire la customisation de masse auprès de la production de masse. Donc, elle se trouve, en plus, c'est une usine qui se trouve en ville, donc c'est très citadine. Voici quelques éléments de l'usine. Donc, elle a été faite pour produire du 30 000 voitures par an. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une usine classique a un takt time d'une minute, c'est plutôt autour de 300 000. Okay. Donc, il va produire à la fois la Unique 5 et puis des taxis robots, on le verra tout à l'heure. Très focalisé sur la partie customisation de masse. C'est une usine de ville. Alors, il y a elle qui manque là. Et donc, c'est une usine, enfin, la première usine à Singapour, hein, elle se trouve à Singapour, donc la petite ville, la première usine depuis 40 ans. Et donc, c'est une usine aussi micro-factory. Okay, donc, c'est vraiment une micro-factory. À l'heure où les gens font plutôt des gigafactories, ben, c'est une micro-factory. Okay. Donc, on va avoir 200 robots. Donc là, on est sur la partie assemblage. Sur la partie assemblage, les gens de l'automobile qui voient bien ce qu'est une usine d'assemblage ou de montage. Donc, on est sur cette partie-là. On voit qu'il y a 200 robots et qui réalisent 50% de tâches. Donc, 50% de tâches sont automatisées. Et derrière, on a 50 opérateurs. Ça fonctionne sur 2 équipes, donc c'est 100 opérateurs au total. Au final, c'est 2 à 3 fois plus productif. C'est-à-dire un être humain, un opérateur, dans ces conditions, sort de 2 à 3 fois plus de véhicules que dans une usine classique. On a un back-office qui est avec un jumeau numérique qui permet de faire ce que je décrivais tantôt. Sur la partie technologie, il y a des éléments très intéressants, pas toujours extraordinaires, mais bien utilisés, notamment la partie, les systèmes de production qui sont basés sur les éléments d'IoT qui récupèrent les informations, le fameux robot Spot, le DOG, qui est utilisé pour faire des inspections en termes de sécurité aussi, et puis les exosquelettes qui sont utilisés pour les opérateurs, pour faciliter la tâche, une multitude d'AMR, que ce soit pour transporter les pièces, pour transporter la voiture dans son fini. Et en termes de vision future, c'est un investissement important pour eux parce que ça va leur permettre de créer cette usine du futur. Ça va leur permettre aussi de se positionner dans leur objectif, d'arriver à réaliser leur objectif qui est d'être l'un des 3 joueurs les plus importants sur le marché de l'électrique d'ici 2030. Okay. C'est quand même un investissement, comme je l'ai dit, 400 millions, qui n'est pas peu de choses, mais qui, vu ce que j'ai dit précédemment, peut faire largement sens. Donc, alors, rentrons un peu les détails, faisons un peu de zoom. J'ai pris quelques photos pour comparer un peu et vous donner quelques éléments de référence par rapport à ce qu'on sait dans le secteur de l'automobile. Donc là, c'est une ligne classique d'automobile, hein, donc c'est toujours une ligne, il y a des opérateurs qui fonctionnent le takt time. Ça a été inventé en 1919 par Henry Ford. Rien de spécial. Pendant 100 ans, comme je le disais tout à l'heure, on est resté avec cette ligne. Ça fait 100 ans qu'on la traîne. Alors, du côté de Hyundai, ce qu'on a, c'est plutôt des cellules reconfigurables. On va voir une vidéo tout à l'heure. Dans les cellules, on peut avoir des robots, on peut avoir des opérateurs également. Donc, il y a de l'intelligence artificielle qui permet de faire un monitoring back-office. Et donc, même je vais dire, le team leader, il est un peu comme back-office parce qu'il regarde un tas de choses, il anticipe. Et avec ses jumeaux numériques, il est capable de donner des instructions qui vont permettre d'optimiser la production en temps réel. Donc voilà un comparatif entre le classique et le nouveau.
Du côté de la taille, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je vous ai fait une comparaison entre Tesla, parce que Tesla fait la Gigafactory avec ses 3 modèles. Tout le monde s'est mis dans la Gigafactory, c'est devenu la mode, toutes les usines sont énormes, ainsi de suite. Et comme on le disait tout à l'heure, bah, il y a quand même one size does not fit all. Là, Hyundai fait son usine, ils sont plutôt sur une approche flexible, méga flexible, plutôt petite, elle est quasiment 10 fois plus petite qu'une méga factory, et elle fait sens dans ce que le constructeur sud-coréen veut faire. Autre élément également en termes de technologie, alors là, je vous en ai mis quelques-unes, bon, on n'est pas sur je dirais une foire aux technologies, mais bon, ce qui est intéressant, c'est les exosquelettes, on peut voir ici, l'opérateur l'utilise. On a le Spot là, qui effectivement se bouge tout le temps et se balade tout le temps dans l'usine pour aller faire des inspections de sécurité et de qualité. Là, on a un AMR qui déplace la voiture quand elle est finalisée, hein, pour venir la livrer au client. Ici, ben, des robots classiques. Et là, bien évidemment, un opérateur qui utilise ses supports pour travailler sur la ligne. Alors là j'ai une vidéo qui m'a été communiquée par notre partenaire sud-coréen. Donc, elle est complètement en coréen. Donc, je vous ai mis la traduction ici. Hein. Je vais la lancer. Vous me dites si elle le sent. Okay. Alors moi, je n'ai pas le son cette fois-ci, c'est bizarre. Ouais, moi non plus. Je pense que vous avez testé tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas le son, c'est pas grave, ça va être moins marrant pour la suite, pour le vidéo suivante. Voilà, oui, il y a les sous-titres, c'est pas. En fait, ce qu'il dit, grosso modo, c'est, vous avez vu quelques images là, les images qui sortent, que vous voyez ici, montrent des vidéos, montrent des AFG ou des AMR qui circulent de manière assez simple. Parce que l'idée derrière, c'est que c'est le résultat quand même de travail et de calculs qui se font derrière avec des opérateurs qui interviennent, qui utilisent cette technologie pour optimiser, pour que tout se passe bien. Donc, c'est la traduction que j'ai mise là. Alors, pour la vidéo suivante, si on n'a pas le son, alors je vais essayer de voir si je peux partager différemment. Est-ce qu'on aura le son avec ce mode de partage? Tac. Webinaire. Alors, si je partage comme ça, je ne sais pas si le son arrive ou pas. 가상과 현실이 완벽히 싱크로나이즈되기 위해서 꼭 필요한 디바이스가 로봇이라고 볼 수 있습니다. Ok, très bien. Ok, donc voilà, en fait, l'idée ici, c'est l'idée de je résoudre des problèmes de manière anticipée parce que j'ai un univers virtuel, okay, qui est connecté à un univers réel et je peux jouer, je peux tester plein de cas de figure dans l'univers virtuel. Okay? Donc, cet univers virtuel qui est présent m'aide à piloter de manière optimale mon univers réel. Et donc, on a vraiment sur la promesse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cœur de l'industrie 4.0, il y a le système dit cyberphysique. Donc, c'est-à-dire un système qui a à la fois une dimension physique, mais également une intelligence derrière. Bon, il est temps un peu d'accélérer, je vois que le temps passe. Donc, une vidéo aussi qui est là. Traditional factories typically have a linear production model along conveyor belts. However, HMX adopts a different approach, elliptical cells. While a conveyor belt functions in linear, the cell manufacturing system is a parallel structure where each process is interconnected flexibly. The most notable advantage of the cell manufacturing system is its capacity to swiftly adapt and optimize the production plans for complex and multi-models. This implies that it can promptly respond to varying consumer demands simultaneously. Even as the number of vehicle models being produced increases,
intelligent optimization algorithms can effectively compute and adapt. OK, donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Donc, pour résumer, vous avez bien compris le besoin de bouger des systèmes de production qui sont là depuis 100 ans et qui ne correspondent plus au marché actuel. Et on irait vers quelque chose qui s'appelle plutôt une FMS. Okay. Bien évidemment, dans une réflexion un peu plus one size does not fit all. Une fois de plus, si vous n'avez pas de diversité dans votre système de production, il n'y a pas besoin de faire une FMS. Donc, je dois être clair là-dessus. Je ne suis pas en train de vous vendre la FMS. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette réflexion. Nous, on vient d'accompagner un client où à la fin, je lui ai dit, OK, ben, tu as besoin d'une ligne classique. Je suis désolé, tu as une diversité, tu as besoin d'une ligne classique. Si vous avez besoin de diversité un peu plus importante en termes de volume, en termes de flexibilité un peu plus importante plutôt, en termes de volume, en termes de diversité, ben là, la ligne FMS peut être une solution. Et ça demande toujours très souvent une approche holistique, dont on va parler tout à l'heure. Et ce qui est aussi important, c'est de se dire, cette FMS, elle est désormais possible. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions d'industrie 4.0. On a cet univers complètement digital dans lequel on peut jouer en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir un système FMS qui fonctionne de manière stable et robuste, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment se renforcer sur cette approche holistique. Et nous, chez Diligence, comment on peut contribuer à tout ça? J'ai parlé tout à l'heure des jumeaux numériques qui sont nécessaires pour le faire, pour faire piloter cette FMS, pour déjà faire la conception et ensuite piloter cette usine. Il y a également les algorithmes de pilotage que j'ai mentionnés. Et puis derrière, notre expertise dans la conception, la simulation, l'analyse fonctionnelle des systèmes de production qui nous permettent, nous, de pouvoir intervenir de manière assez crédible sur ce genre de système. Parce qu'il y a le software, enfin, il y a une approche holistique à avoir avec une dimension software, hardware, l'outil de production, comment on le conçoit, les flux, la simulation, comment ça se conçoit, et puis derrière, comment ça se pilote. Okay. Donc, ça nous a permis effectivement d'accompagner un certain nombre de clients et de construire une offre que Gaël va vous présenter tout de suite. Oui, alors, sans aller vraiment dans le pitch commercial, vous avez compris que si on passe effectivement d'un système de production à un autre, c'est une nécessité d'aller réfléchir sur le plan de transformation qui se doit d'être en fait holistique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot holistique? Parce que si l'on considère uniquement le prisme de la digitalisation, par exemple, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller regarder le problème sous tous les angles. Et je vais détailler sur la slide d'après comment ça se passe. Eh bien, on est toujours en train d'analyser la modification ou la transformation selon finalement 9 principes directeurs qui sont établis conjointement avec l'industriel. Ces 9 principes, en fait, sont sous-divisés sous quatre thèmes. Le thème de la production, le thème de la matière, donc approvisionnement, chaîne d'approvisionnement. On a bien vu que c'était une partie absolument clé. Le thème de l'industrie 4.0 et celui des hommes. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant, c'est ce qui va guider la réflexion globale, mais ce n'est pas complètement suffisant. Et c'est ce que nous pouvons voir sur la slide d'après. Il faut aussi partir d'un diagnostic, à savoir de quoi on part et vers quoi on veut tendre. Alors, le vers quoi on veut tendre, c'est plus de flexibilité, plus d'agilité, plus de diversité, plus de masse sur la diversité. Eh bien, faut savoir que cette démarche que nous avons créée, parce que ça n'existait pas, tout simplement, tel qu'on l'a ici, sur le marché, c'est de dire à l'industriel, tu as besoin de te transformer et nous t'accompagnons dans la réflexion sur l'ensemble des aspects. Alors, le diagnostic que nous faisons, notamment, c'est probablement le plus complet du marché, parce qu'il prend en compte ces principes directeurs dont je parlais tout à l'heure, et en fait se déclinent sous 5 axes différents. L'axe de l'excellence opérationnelle, l'axe de l'automatisation, celui de l'industrie 4.0,
celui de l'implantation. Quelle est l'implantation d'aujourd'hui? Quelle est l'implantation future, hein, ainsi que l'empreinte, hein. Et enfin, la structure organisationnelle. Donc, la structure organisationnelle incluant en fait l'humain. On a bien vu dans le cas Hyundai que on avait à la fois cette partie machine digitale et à la fois la partie humaine qui était quasiment pour 50-50. Donc, une fois qu'on a cela, on est capable d'en déduire en fait les actions à mener et finalement à quoi va ressembler l'usine de demain et ce qui est toujours en réverbération avec ces principes directeurs dont on a parlé en amont. Donc, l'objectif final de ce type de prestation qui est la Factory Roadmap, c'est d'industrialiser de façon pérenne et surtout résiliente, hein. Et résiliente signifie d'être capable de poursuivre cette agilité sur le long terme. On a bien vu que comment dire, quand on construit une usine, ben aujourd'hui, on veut la construire pour finalement toujours, qu'elle soit capable elle-même d'évoluer assez facilement. Et c'est ce que Alain vient de présenter, répond à ce besoin-là. Donc, augmenter la flexibilité tout en diminuant les coûts donc, sur l'ensemble de la vie de cette usine. Voilà à quoi ça correspond. C'est vraiment, donc, vous avez compris, hein, diagnostic, de quoi on part, vers quoi on veut tendre et comment on s'y prend. Moi, c'est exactement ce à quoi répond cette fameuse Factory Roadmap, chose qui, bien évidemment, est là pour transformer l'outil de production. Je te laisse Très la bien. conclusion. Oui, il est temps de conclure. Alors, je veux revenir quand même sur quelques éléments clés de notre discussion, de notre échange. Premier élément clé, c'est par cela que j'ai commencé. One size does not fit all. Vous aurez un système de production qui correspond à certaines conditions, à vos besoins, à votre vision. D'où ces réflexions dont vient de parler Gaël, qui se fait très tôt sur les principes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que votre usine doit produire? Est-ce que c'est un produit avec une diversité? C'est beaucoup de diversité? Est-ce qu'il doit être flexible, ainsi de suite. Deuxième élément, c'est avec le monde qu'on voit aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus de customisation de masse. Okay? Et là, on ne peut pas continuer à travailler sur les lignes, mais les belles lignes que j'aime bien avec le fameux tag time, ça c'est génial, okay? Mais ça montre rapidement quelques limites quand il s'agit de diversité très importante, que ce soit au volume, que ce soit la flexibilité aussi au volume. Là, on a besoin d'autres systèmes. Et sur le document que je vous ai montré, qui est un document simple, qui existe depuis très longtemps, la solution qui irait bien dans ces conditions, ce serait plutôt une FMS, Flexible Manufacturing System, qui aujourd'hui est capable, aujourd'hui est faisable et réalisable de manière robuste grâce à l'émergence du 4.0. Okay? Donc, pour finir, aujourd'hui en France, nous pensons vraiment qu'une industrialisation est possible. Okay? Donc, avec une prise en compte de la diversité, des coûts à des niveaux très compétitifs, donc une automatisation très compétitive, flexible, elle est possible si on est capable effectivement d'avoir cette approche holistique. Donc voilà tout ce qu'on avait à vous dire pour le temps imparti. Donc s'il y a des questions, nous serons très ravis d'y répondre. On est quasi parfait au niveau timing. Hein, oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, bonjour Alain. Alors, Alain, Jean Beauvais, l'appareil. Oui, Jean, comment vas-tu? Très bien et content de te revoir. Juste un petit élément, un petit commentaire par rapport à ta présentation. Alors sur Stellantis, tu as parlé des 93 modèles, bon, avec des petites confusions, puisqu'en fait Stellantis, c'est un groupe qui regroupe plusieurs marques, d'accord? Donc il faut rattacher en fait les modèles et la diversité toujours à une notion de marque quand on est dans une approche produit marketing. Ça, c'est la première chose. Donc attention aux chiffres qu'on présente. Deuxièmement, quand on compare une usine, les Gigafactory, alors tu as raison d'ailleurs, ce n'est plus maintenant la cible de Gigafactory, en tout cas pour la partie industrie automobile et construction de véhicules. On est plus sur des modules de 200-250 000 avec flexibilité. Mais ce sont des usines qui comprennent aujourd'hui un flux complet, c'est-à-dire de l'emboutissage jusqu'au montage. Donc on ne peut pas comparer non plus une usine qui fait l'entièreté d'un véhicule avec une usine qui ne fait que l'assemblage. Et la réflexion que tu as donnée sur la customisation, en fait,
correspond simplement à un bout d'usine de customisation effectivement sur lequel résonnent aujourd'hui et réfléchissent pas mal de constructeurs automobiles. Ça, c'est le deuxième point. Donc, comparons des choses comparables entre une gigafactory qui fait simplement et une usine qui ne fait qu'une partie, en fait, de la production. L'exemple de la 4.0, alors tu as raison d'ailleurs d'avoir nuancé 4.0, FMS et compagnie. Je pense qu'effectivement, il faut avoir cette approche-là, et là, c'est très raisonnable de se dire, est-ce qu'on a un réel besoin de personnalisation, de customisation en bout de ligne, et est-ce que le besoin existe? Ensuite, on a l'adaptation en fait à certains outils, et quand on regarde des ratios en fait de 50 opérateurs pour 200 robots, c'est des ratios aujourd'hui qu'on pratique depuis une vingtaine d'années, même dans des usines assez classiques. Donc, attention aux rêves du FMS par rapport à ce que l'on peut mettre en place. Tu as tout à fait raison, par contre, sur le fait que c'est adaptable non seulement à l'industrie automobile, mais à beaucoup d'autres industries. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'aéronautique parce que c'est un domaine très très particulier et on a des vraies difficultés à ce niveau-là sur les parties homologation et complexification en fait par rapport aux normes, mais c'est vrai que c'est une solution de souplesse et d'agilité. Donc c'est quelque chose sur lequel nous devons tous réfléchir dans le cadre industriel. Mais surtout, en amont, et là je pense que c'est un complément que tu dois faire et prendre en compte dans la présentation, il y a l'industriel, mais surtout en amont, c'est la réflexion sur le produit. Toute la réflexion qui a été lancée par les Coréens, qui est de plus en plus d'ailleurs lancée par tous les constructeurs automobiles, c'est de faire le design to manufacturing. C'est-à-dire prendre en compte la souplesse et l'agilité, ça doit être fait au moment de la réflexion R&D. Et ça, c'est le point le plus important, c'est ça qui nous permettra, et qui nous permettra à tous, d'être concurrentiels et compétitifs derrière sur le prix de production de nos véhicules. Donc c'est sur cet élément, parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de la customisation sur des véhicules classiques, comme on l'a vu là sur l'usine coréenne. Et l'usine coréenne, elle a été conçue, en fait, c'est pas l'usine qui a été conçue, c'est le produit qui a été conçu pour répondre à ce type de fabrication. Donc, il faut avoir la démarche holistique, mais dans sa complémentarité avec la partie recherche et développement. Il faut absolument associer en amont, en fait, les gens de R&D. Voilà, c'est le commentaire pour cette présentation qui est vraiment, en 1 heure de temps, un bouche à longe et vraiment très intéressante. Donc, chapeau. Merci, Jean pour tes remarques. Juste effectivement un commentaire sur les commentaires. Oui, dans l'usine, effectivement, tu as raison de dire qu'il faut regarder le produit. Enfin, bien évidemment, j'en ai parlé. Et comme l'idée était de dire, OK, on ne va pas. C'est hors scope le travail sur le produit. Il y a un travail effectivement à faire sur le produit qui va aussi déterminer mon outil de production. Au passage, effectivement, l'Ioniq 5 qui est produit là-bas, il est également produit dans d'autres usines, au passage. Hein. Donc, probablement, ils ne l'ont pas conçu pour cette usine, ils l'ont conçu de manière générale et puis après, ils sont capables de la faire dans cette usine parce qu'elle a un bon niveau de flexibilité. Sur les éléments concernant PSA, ben oui, effectivement, l'idée ici, c'est de dire il y a 93 modèles qui sont effectivement sur plusieurs marques, mais plus d'insister sur la notion de diversité, c'est-à-dire d'explosion de diversité. Je trouvais que c'est un exemple intéressant là-dessus. Par rapport à la comparaison des deux, la factory, et donc la gigafactory et la microfactory, en tout, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en toute transparence, c'est pas un travail qui a été fait par moi, c'est un travail qui a été fait par le Wall Street Journal, et donc qui a comparé ces usines avec probablement, c'est à investiguer, est-ce que les périmètres sont identiques? Mais l'idée ici, c'était plus de souligner sur le fait de dire, il y a une tendance aujourd'hui où tout le monde dit, OK, je veux ma Gigafactory. Et donc, dans cette tendance, il y a quelqu'un qui dit, OK, les microfactories, ça me va super bien. Donc, mais tu as raison. Je pense que c'est très intéressant d'avoir cette démarche de microfactory. En fait spécifique et bon, l'intérêt c'est de pouvoir effectivement de gagner sur la surface, de gagner sur l'implémentation, etc. et d'avoir cette souplesse et cette agilité au niveau ensuite de la mise en œuvre du process industriel.
Hein. Mais bon, sur une peinture, ça restera une peinture avec très peu de monde. On fait maintenant des peintures beaucoup plus réduites, mais pour donner des ordres de grandeur, un investissement de peinture qui était à 120 millions, maintenant, on arrive à le réduire à 60 millions. Et une usine de montage complète, revue avec le ferrage, etc. Quand on veut relancer une usine complète, maintenant, on fait des usines à 200 millions. Donc là, pour faire une gigafactory, entre guillemets, microfactory adaptée sur l'ensemble, pour le process, on serait à plus d'1 milliard. Donc, quand on réduit pour la part du CAPEX, ça fait des prix importants par rapport, même si on a peu de main-d'œuvre derrière. Hein. Donc, il faut toujours relativiser. Mais c'est passionnant. C'est un domaine sur lequel, effectivement, dans les 10 prochaines années, il faut absolument qu'on soit présent en France. Ça, tu as tout à fait raison là-dessus. Hein. Absolument. Non, c'est passionnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, oui, effectivement, on est beaucoup sur le thème de l'automatisation ces derniers temps. Je mentionnais au début l'événement qu'on a eu hier avec BPI France, hein, qui présentait l'usine de Normandie, hein, hyper automatisée, qui, pendant les échanges, on se rend compte que si ce n'était pas automatisé, vu les volumes, ils font 3 millions d'unités par jour, bah, ce n'est absolument pas possible de le faire en France. Parce que j'ai fait un calcul, j'ai dit, OK, si fabriquer un seul élément, une seule unité prend 1 minute, on aurait besoin de 10 000 personnes. Et dans 10 000 personnes, bah, je te laisse faire le calcul, hein, c'est 400 millions de masse salariale par an. Et à mon avis, son affaire ne serait pas rentable, quoi. Il fait un chiffre d'affaires aujourd'hui autour de 200 millions. Ben, il ne peut pas payer les gens 400 millions pour sortir des nourritures pour chiens et chats. Effectivement. Il y a une question dans le chat, je vois. Ça veut dire quoi HVV et AMR? Ah, très bien. Alors, ça, c'est le défaut des experts, si je puis dire. Okay. Définir les termes qu'on utilise. AGV, Automated Guided Vehicle. Okay. Donc, AMR, c'est un robot mobile d'une certaine manière. Okay. Autonomous Mobile Robot. La différence entre les deux étant de dire un AGV va suivre une bande qui est collée sur le sol, pour simplifier, alors qu'un AMR va travailler sur la base des lidars, enfin, de tout ce qui est laser, et en utilisant la technologie, l'approche SLAM. Donc, elle va être plus indépendante, un peu s'orienter suivant les opportunités, suivant ce qui bloque ou pas son chemin, alors qu'un AGV va juste, j'allais dire bêtement, suivre une bande collée au sol. Okay. Donc, bien évidemment, l'AMR va être plus cher. Okay. C'est de plus en plus facile, enfin, je veux dire, plutôt mature et avec des bons paybacks, hein, qui sont en dessous d'un an. L'AGV est nettement moins cher, mais bon, après, vous utilisez la technologie suivant vos besoins. A-t-on d'autres questions? Tu as mute là, non? Je n'entends pas. Question. J'allais dire, en t'écoutant, finalement, il y a une question qui m'est venue côté RH, donc côté opérateur, entre ce qu'on voit aujourd'hui voilà, dans les usines et ce que requérerait une usine selon le modèle que tu viens de décrire. Quelles sont les différences de compétences à avoir, en fait, ou à trouver? Très simplement, si on veut caricaturer, hein, si on est sur des lignes simples, bien évidemment, on va avoir des lignes simples, lignes type avec au takt time, ainsi de suite. Je veux dire, le challenge ici, c'est de dire, je sors, je prends n'importe quelle personne dans la rue et je suis en mesure en quelques minutes, d'amener cette personne à faire travailler dans mon usine. Okay? Donc, il n'y a quasiment pas de compétences. On a un travail standard qui est propre, on a fait une formation, travail plutôt répétitif, pas de charge mentale. Donc, tout le monde peut y aller et exploiter cette ligne. Maintenant, si on a une ligne, je prends un peu les extrêmes, hein, pour dire, il y a effectivement un camailleux entre les deux extrêmes. Hein. Si on est sur une FMS, bien évidemment, il faut à la fois, effectivement, des gens qui sont, quelquefois, des opérateurs qui sont sur ligne, comme on l'a vu, mais il faut des moniteurs derrière. Et les moniteurs, on l'a vu, hein, ils sont des gars qui jouent derrière, avec ce petit jouet qui s'appelle le jumeau numérique, les algos, qui testent des choses, qui derrière envoient des instructions. Et bien, on est plus sur le même type de population. C'est quelque chose, on est sur une population qui est un peu plus
qui a plus de compétences, qui monte en compétences. Et la tendance aujourd'hui, c'est de se dire, au fil des années, de toute façon, on perd de plus en plus le productif. Il y a de moins en moins de personnel productif dans l'usine. Ça, c'est une tendance, on n'y peut rien. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura de moins en moins de personnes. Et la tendance aussi, c'est de dire c'est des gens de plus en plus compétents, et qui ont un niveau de compétences techniques, ainsi de suite, de plus en plus élevé. C'est ça qui va se passer dans nos usines et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc potentiellement avec un attrait accru finalement pour les nouvelles recrues. Oui. Alors, dans ces cas, effectivement, on est dans une situation où on va avoir comment dire, des usines qui vont être très belles. Hein, c'est plus l'usine de papa, maman, c'est plus l'usine de Chaplin. OK, dans cette usine belle avec toute cette technologie qui fait que ça va attirer plus de talents. Donc, la marque employeur va être embellie. On gagne non seulement effectivement en performance, comme on l'a dit tout à l'heure, et derrière, on a tous les éléments qui sont nécessaires pour aller recruter les jeunes, Millenniums, Gen Z, enfin ainsi de suite, qui sont plus, qui nativement ont grandi dans ce genre de milieu. Je sais pas, Jean voulait dire quelque chose? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un vrai risque. Hein. Si on mesure simplement, sans passer au FMS, mais la simple venue du véhicule électrique, bon, c'est 500 000 pertes d'emplois en fait à terme sur l'Europe de l'Ouest. Mais ces 500 000 pertes d'emplois, il ne faut pas penser qu'on va transformer nos cols bleus en des techniciens supérieurs du jour au lendemain. Et ça, c'est une vraie difficulté sociale et sociologique en fait qu'on va vivre demain. Et tu as tout à fait raison. Les gens qu'on met, le profil des gens qu'on met au niveau des FMS, c'est un peu ce qu'on appelait dans le temps les CIS au niveau des usines de ferrage, qui sont des team leaders avec des très bonnes compétences d'intervention et la capacité en fait d'avoir une autonomie qui est limite entre celle du technicien et de l'ingénieur moins. Mais on ne va pas rendre toute notre population en fait compétente à ce niveau-là. Donc il faut avoir une réflexion également sur comment va-t-on utiliser la main-d'œuvre actuelle, parce que la main-d'œuvre actuelle, on voit bien dans nos écoles, hein, que ce soit en Allemagne, même en Allemagne, en Hongrie, en Pologne ou en France, eh bien on a une vraie difficulté. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette population-là? Donc il faut avoir, et tu l'as montré d'ailleurs dans le film, hein, il faut avoir en fait des outils adaptés. Les exosquelettes, c'est très bien, c'est un respect en fait de la personne au niveau ergonomique, mais en même temps pour faire des tâches relativement simple. Donc il faudra trouver cet équilibre-là. Sinon, on fera plaisir aux blouses blanches, mais on aura une vraie difficulté à terme socialement. Ça, c'est le côté RH qui est rouge. Absolument. Voilà, je ne sais pas, on est à 10h02. Passionnant. On a une avance de 3 minutes par rapport au moment de début, mais je suppose que ça doit être bon là. Enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être proposer de clôturer là, ou de clore, tout simplement. Bon, Super, et eh bravo. bien, s'il n'y a plus de questions, en effet, right on time. Bon, eh bien, écoutez, c'est bon? Plus de questions? On dirait que non. Il y a quelqu'un qui tape encore dans le chat, mais je ne sais pas si c'est pour une Peut-être pour question. dire merci, mais après, vous avez nos adresses. Hein. Enfin, c'est des sujets qui me passionnent, bien évidemment. Ouais. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Tiens, Jean, il faudra qu'on s'appelle pour se revoir. Et puis, voilà, pour poser des questions. Et je serais vraiment ravi de discuter et d'échanger sur ce sujet avec vous. Absolument. Merci beaucoup Bravo à tous les deux. Merci Jean. Merci à tous. Merci Merci Jeanne. Alain, merci Gaël. Donc merci à tous aussi pour votre participation à ce webinaire. Et merci Donc à on Jeanne. espère que les échanges et les idées partagées ont apporté des perspectives enrichissantes et je profite aussi de ce closing pour vous annoncer le sujet du prochain webinaire qui aura lieu le 15 novembre. Donc le sujet, ce sera les stratégies RSE et donc on aura 3 speakers, à savoir Amaury Corneo de GPA Service qui va rappeler le cadre théorique des stratégies RSE et surtout les exigences. Vincent Facon de TBSO, donc voilà, sur des trajectoires de décarbonation. Et on aura aussi l'intervention de Jean-Patrice Berche de Démarche Verte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau de proximité